Bonjour à tous, avant de regarder cette vidéo, nous avons un message très important à vous transmettre. Vous le savez, nous sommes une radio complètement indépendante car vous êtes notre seule source financière. Pour que Radio Courtoisie continue à vivre, nous avons besoin de vous. En nous soutenant, vous bénéficierez donc d'une déduction fiscale de 66%. Alors cette année, soutenez Radio Courtoisie sur notre site internet ou par chèque. Il n'y a pas de petits dons, chaque participation compte. Merci à tous. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Et ce matin, notre invité Nicolas Vidal, fondateur de Putsch Média, et nos auditeurs le savent, chroniqueur du mardi sur ligne droite. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour à vous deux, bonjour. Et bonjour Didier Maisto. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de votre livre, Nicolas, paru aux éditions Putsch, Les lettres aux autruches et aux tubes digestifs. Le titre est assez cocasse. À qui adressez-vous ce livre, Nicolas Vidal ? Ce livre est adressé à tous ceux qui ont décidé finalement de ne pas s'occuper des affaires de la cité, des affaires de la nation, ceux qui ont préféré troquer la démocratie contre le Black Friday, voyez-vous, tous ces gens finalement qui ne pensent pas faire nation. Et il faut le préciser en introduction immédiatement, je parle ici de la classe moyenne supérieure. Je parle des gens qui ont encore un peu d'argent, ceux qui partent en week-end, ceux qui ont des abonnements à des clubs de sport notamment, ceux qui peuvent encore acheter 2-3 trucs, ceux qui ont des crédits, Voilà, je parle vraiment de cette classe moyenne finalement qui a constitué le socle social de ce pays depuis l'après-guerre et qui a émergé aussi pendant les 30 Glorieuses, pendant un pays presque glorieux, où nous avions la sécurité, l'opulence, l'emploi. Donc cette classe-là, qui finalement, au fil du temps, s'est constituée avec des enfants qui devenaient toujours un peu plus à l'aise financièrement que les parents. Et cette classe-là qui a aussi constitué, qui ont été, elle a transmis aussi nos valeurs, elle a transmis le patrimoine et les pouvoir en place, et la France a pu s'appuyer sur cette classe-là, cette classe moyenne. Voilà. Et aujourd'hui, cette classe moyenne, une grande partie, malheureusement, supérieure, elle a régressé, Maud. Elle a absolument, pour moi, régressé, et c'est ce que j'explique, et c'est donc l'objet de la lettre que j'ai publiée la semaine dernière dans Putsch. Voilà. Alors, cette lettre vous donne l'occasion de dresser un bilan assez négatif de ces dernières années, un énorme coup de gueule même. Vous brossez les différentes crises qui ont frappé le pays et la façon dont elles ont été vécues, subies. Vous parlez par exemple de la crise Covid qui revient peut-être d'ailleurs en ce moment. Vous qui demandez aux Français d'arrêter de se soumettre aux décisions liberticides comme on a pu le constater pendant cette crise, pensez-vous vraiment que ceux qui se soumettaient hier se rebelleront aujourd'hui ? C'est toute la question. C'est toute la question. Alors, est-ce que ça va être le cas sur la question sanitaire ? Je n'en suis pas convaincu, Maud. Par contre, sur les fondements de la France, que ça soit sur la question économique ou que ça soit sur la question de l'identité, des violences et de l'ensauvagement, je pense notamment sur la question de l'ensauvagement, Crépol a été, on l'a beaucoup dit, mais Crépol a été vraiment un cap. Ça a vraiment basculé pour moi. Mais sur la question économique, c'est pareil. Si on parle de l'inflation, si on parle des tarifs d'électricité, si on parle des carburants, si on parle de toute une série de choses, des frais de santé, l'effondrement de l'hôpital public, j'ose espérer, alors oui, peut-être, je suis un peu trop optimiste, peut-être, mais j'ose espérer qu'il y a des gens qui vont quand même se rendre compte qu'il y a un effondrement. C'est pas un problème, c'est un effondrement. Je parlerai aussi, par exemple, vous voyez, les tubes digestifs ou l'autruche. Comment l'autruche peut-elle détourner le regard qu'elle va dans une pharmacie dans ce pays et que l'enfant qu'elle a dans les bras ou dans un landau ou dans une poussette a une énorme angine et qu'il n'y a plus d'amoxicilline pour enfants? Comment on peut accepter dans ce pays qu'il y a 4000 références de médicaments qui n'existent plus, alors que Macron nous avait raconté au début de la crise Covid qu'on allait tout relocaliser et qu'il faudrait même du Doliprane à l'Élysée. Je plaisante, bien entendu. Donc voyez-vous, quand vous me dites, est-ce que vous pensez que ceux qui étaient endormis hier pourraient se réveiller aujourd'hui ? J'ai la faiblesse de penser et de croire que face aux problèmes qui sont les nôtres et qui nous touchent tous, quelles que soient nos conditions sociales, bien sûr, il ne faut pas faire partie des 1%, on est d'accord, hein, mais je continue de penser que cette violence sociale et ce déclassement économique, à un moment donné, devrait ouvrir les yeux des plus réfractaires et des autruches pour lesquels la tête est vraiment, vraiment, vraiment enfoncée très loin dans le sable. Voilà. Didier Maisto. Oui, alors on voit que les autruches, les tubes digestifs sont un peu les mêmes, sont les mêmes personnes en fait. Les autruches qui ne veulent pas voir le monde autour d'elles, qui s'enterrent la tête dans le sable, hein, qui sont dans le déni. Et les tubes digestifs, tant qu'on peut consommer,
tant qu'on peut, comme tu le disais, partir en week-end, avoir notre abonnement au sport, remplir notre caddie, tout ça ne nous concerne pas. Est-ce que finalement, c'est pas des sociétés consuméristes qui ont remplacé, est-ce que le dieu euro est pas devenu les tenants et les aboutissants de toute politique, de tout horizon? Parce que ça fait des années qu'on dit oh là là, la rentrée sociale, et puis là c'est pas possible, cette fois ça va être la bonne, les gens vont se révolter. Et puis pas du tout, tu as des pages très dures. D'ailleurs, on a couvert ensemble les Gilets jaunes et on voyait cette indifférence. Beaucoup de gens même qui se mobilisaient quand même, mais par rapport à la masse, et notamment à Paris, on voyait des gens, des employés même, de salons de thé, de boutiques, qui faisaient la tête, qui nous regardaient, qui faisaient ou des gens qui, perdus dans leur coupe à la chantilly, et voilà, c'était leur horizon, c'était la coupe de chantilly. Et alors que beaucoup de citoyens s'étaient mobilisés pour eux. Et aujourd'hui, on voit que les Gilets jaunes avaient raison, ou les gens qui se sont mobilisés contre la réforme des retraites, je rappelle 93% des actifs, et ça suffit pas. Qu'est-ce qu'il faudrait que le portefeuille soit vraiment vide, que les enfants soient touchés pour toi, pour que ça change? Didier, on a fait les Gilets jaunes ensemble, et tu l'as dit, et je suis allé, moi c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué, énormément marqué, et qui aujourd'hui n'a pas perdu de sa force. Les premiers Gilets jaunes que je rencontre en Normandie sur le rond-point des Vaches le 19 novembre 2018, donc ça remonte un peu, me disaient, tu sais, dans tous les cas, tant qu'il restera à ces gens un yaourt dans le frigo, ils ne sortiront pas de chez eux. Et je pense que ces Gilets jaunes qui me disaient ça avaient entièrement raison. Mais il y a plusieurs explications à ça. Je pense que ça ne vient pas de nulle part. Il y a eu, pour moi, littéralement, je le disais par les 30 Glorieuses, on a eu un pays assez serein, sans conflit géopolitique majeur, hormis la crise pétrolière, mais peu importe, mais pas sur le sol. On n'a pas été mis en danger. Il y avait une vie assez respectable, une éducation nationale qui se tenait encore, des politiques qui petit à petit, mais continuer pour le moins à défendre, comme ils l'ont petit à petit, l'intérêt des Français. Et puis surtout, il n'y avait pas la crise économique, concrètement. Et puis, à un moment donné, il y a eu ce tournant libéral de 83, tu t'en souviens, où manifestement Mitterrand fait basculer la France dans ce qu'on appelle la consommation, le néolibéralisme, le monde des marchés. Et la France, à ce moment-là, est devenue a perdu, est tombé de son pédestal et est devenu l'arrière-rayon d'un obscur supermarché qui s'appelle la mondialisation et l'Union européenne. Et à partir de là, finalement, on a dit aux Français, rappelle-toi, on a dit aux Français, mondialisation heureuse. Ça va ruisseler. La mondialisation, vous allez tous profiter de la mondialisation, vous aurez des crédits, vous aurez des voitures, vous pourrez partir en voyage, les low-cost sont arrivés, vous pourrez partir à l'étranger pour 100 balles, vous allez voir, c'est génial. Et finalement aussi, corrélé à quoi ? Corrélé à l'effondrement que j'estime, moi, prémédité, je le dis, prémédité de l'éducation nationale, littéralement. C'est-à-dire qu'on a abruti les gamins, on est passé de l'exigence de l'apprentissage et du travail à une espèce d'égo hédoniste du jeu ludique et du goûter du mercredi après-midi. Donc, finalement, et là, je suis d'accord avec Jean-Paul Brighelli, pareil, je pense que véritablement nos élites ont organisé, est-ce que volontairement et involontairement, mais elles étaient quand même bien contentes que ça se passe, finalement, que notre éducation nationale amène à une régression de la citoyenneté. Et prépare les gens à quoi ? Prépare les gens à devenir des consommateurs. Il fallait les mouler, parce qu'un consommateur, vous le savez, un consommateur, il est moins réfractaire au pouvoir central, il est beaucoup plus, on peut le mouler finalement, il achète beaucoup plus, il n'a plus de libre arbitre, il est très peu émancipé, et en plus on peut en faire n'importe quoi, d'où l'ubérisation de la société. Quelqu'un qui finalement n'est que citoyen, qui est consommateur, s'il met finalement son pouvoir d'achat comme valeur cardinale de son existence, il va être obligé de travailler comme il va pouvoir, avec les qualifications qui sont les siennes, pour continuer finalement à pouvoir... Et puis tu le Donc dis, il est prêt à accepter n'importe quoi comme boulot. Tu le et dis, c'est ça la mondialisation. Processus ancien, tournant de 1983, avec voilà. Le tournant de la rigueur. Les plus anciens s'en souviennent, Mitterrand qui avait promis des tas de choses. Bon, finalement, il s'est converti à ça. Et puis après, ça a été une lente descente. D'abord, il y a eu le gouvernement de Jospin qui a privatisé comme jamais, à sa suite Balladur, c'est-à-dire tout ce que les Français avaient payé en termes de souveraineté qui appartenait, qui étaient les intérêts patrimoniaux de l'État, ont été remis sur le marché. Parallèlement à ça, l'Europe de Maastricht qui est arrivée à peu de choses, mais elle s'est quand même imposée. Et puis,
peut-être aussi, ça ressort dans pas mal de tes lignes, l'importation en France du modèle américain, Oui. où j'ai lisé encore ce matin une étude. La France est le 2e marché mondial pour la malbouffe, après les États-Unis, avec toutes les chaînes, McDo, etc. Mais regarde, Et donc, on pour habite- finir, Ouais. et l'ubérisation aussi, comme tu dis, Ouais, parce que bien sûr. quand on est Bien sûr. consommateur, Mm. avec les plateformes, la digitalisation, dont Macron est l'archétype finalement. Il n'est pas le seul responsable, mais disons qu'avec lui, c'est décomplexé, c'est désinhibé. La Startup Nation, etc., qui ne produit aucun emploi, on n'a rien relocalisé. Et ce matin encore, autre information, Deezer, la plateforme Deezer et la plateforme Spotify, alors qu'il y avait trouvé un accord avec le président de la République, vont être taxés lourdement. Ce sont des boîtes européennes. Deezer est présent en France, Spotify aussi. Donc qu'est-ce qui va se passer au profit des GAFA? Ils vont se tirer de la France. J'ai entendu le directeur général ce matin à la radio. On va désinvestir la France. On va plus. Donc voilà, petit à petit, dans ce marché-là, c'est toujours au plus offrant. Le social disparaît, le lien humain disparaît. Nous ne sommes plus que des produits et des codes barres. Ce qui permet aussi, peut-être, le contrôle, la gestion des comportements. C'est évident, c'est évident. Tu es beaucoup plus manipulable et corvéable à merci quand tu es un consommateur. Mais d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, notamment sur la malbouffe, je vous laisse faire la cartographie de nos communes, de nos régions, même périurbaines, même rurales, du nombre de McDonald's qu'il y a. Il y a, comme dans combien de communes ou de régions très éloignées, il y a toujours des McDo qui finalement sont toujours à 10-15 km. Donc ça aussi... Avec toujours des ronds-points, c'est bizarre, des voies d'accès. C'est pour que les gens aillent plus rapidement à Ikea ou au Leroy Merlin. Donc, tout est beau d'ailleurs, autour. ce qu'on appelle Tout est beau c'est la démocratie Ikea. D'ailleurs, c'est marrant de savoir, c'est marrant de se rendre compte a posteriori, mais on s'en est rendu compte dès le début, que les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils ont investi? Les ronds-points. Parce que les ronds-points, c'était simplement des zones de communication plus fluides pour aller dans des zones commerciales, pour aller dans les grandes enseignes qu'on connaît. Et comme rendez-vous, espèce de religion du rendez-vous hebdomadaire du samedi après-midi, ce que j'appelle la démocratie Ikea. Le problème de la démocratie Ikea, on ne vote pas, si ce n'est avec sa carte bleue, pour ceux qui ont encore une carte bleue dans ce pays. Donc, c'est ça qui est terrible. Mais finalement aussi, c'est qu'il a été organisé depuis 30 ans un désarmement intellectuel et culturel pour nous amener vers un être liquide, qui est déraciné, qui n'a aucune accroche à rien, aucune accroche à l'histoire, aucune accroche à notre passé, aucune accroche au patrimoine. Et il n'a plus que comme patrimoine les centres commerciaux. Une nouvelle fois, j'insiste pour nos auditeurs, je parle des classes moyennes ici, je ne parle pas des classes populaires ou des gens qui sont concassés littéralement par la crise et qui ont pour seul objectif de bouffer à midi et de bouffer ce soir et faire manger leurs gamins accessoirement. Je parle vraiment des gens aujourd'hui qui ont encore un peu d'argent, pas des 1%, je le dis tout à l'heure, mais qui ont encore des loisirs, qui font encore du sport, qui ont encore la capacité de partir en vacances, en week-end, sans trop compter. Je dis sans trop compter parce que c'est eux... Finalement, dans leur tête, c'est après moi le déluge. Mais le déluge est déjà là. Mais ces gens-là ont été victimes et ils sont aussi responsables. Ils ont été victimes de ce désarmement intellectuel et culturel. Et ça passait forcément, 1, par l'éducation nationale, 2, par la télévision, qui est une véritable arme de destruction massive, qui a appauvri le langage et qui a vidé les cerveaux, littéralement. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il faut savoir que l'espérance de vie que nous avons gagnée depuis le siècle dernier, on l'a perdue devant la télévision. Mais c'est quand même formidable. On a gagné l'espérance de vie. Il y a eu des progrès médicaux hors Covid, bien entendu. Et toute cette espérance de vie qu'on a gagnée, même espérance de vie en bonne santé, on le passe pour la plupart parce que devant la télé. Et c'est plus de 3h42 par jour et par Français, la télévision. Alors quand j'entends des gens me dire « Oui, Nico, tu comprends, il y a des gens, ils n'ont pas le temps ». Si on parle que de la classe moyenne, donc je parle de la classe moyenne supérieure, si ils ont le temps, parce que ces gens-là passent plus de 3 heures devant la télévision ou des écrans, tout confondu. Donc, c'est qu'il y a véritablement une volonté de se désincarner, de ne pas s'intéresser à la politique, parce que le postulat de ces gens, c'est de dire la politique ne s'intéresse pas à moi, donc je ne m'intéresse pas à elle, donc il n'y a pas de raison qu'elle s'intéresse à moi. Mais ça, c'est un péril absolu. Donc, ces gens laissent finalement courir, continuent leur petite vie, c'est-à-dire que aujourd'hui est pareil que hier, et demain sera pareil qu'aujourd'hui, et la vie est linéaire. Il n'y aura pas d'accro. Oui, parce que c'est ce que tu dis, c'est ce qui ressort de je dirais, de la première à la dernière ligne, c'est qu'effectivement, on a tous gagné du temps.
On se soigne mieux, la science a progressé, tout a progressé, les techniques, la technologie. Et qu'as-tu fait de ton talent? Qu'as-tu fait de ton temps? Et le problème, c'est ça. Et puis, c'est un peu spéculaire. C'est le serpent qui se mord la queue. Puisque finalement, en étant oisif, avachi devant nos écrans, ajouté à la malbouffe, on multiplie les maladies avec la sédentarité, l'obésité, les maladies cardiovasculaires. Et c'est assez intéressant de noter que, par exemple, quand il y a une pandémie, tout le monde a en tête le Covid, les premières victimes, alors que c'était une maladie très peu létale, très peu mortelle, les premières victimes, à 80%, quoi, si on devait donner des chiffres, ça augmente de façon exponentielle en plus avec l'âge, sont les gens victimes de maladies cardiovasculaires, de diabète, de surpoids, d'obésité. Donc ce sont les premières victimes, ce sont les premières personnes qui décèdent. Et quand on voit que Macron, qui vante toujours, je parle de Macron parce que c'est notre président actuel, qu'on le veuille ou non, la relocalisation, l'excellence française. Quand on voit, relocalisation, on l'a dit, les industries, moi je vois pas bien où elles sont, mais surtout on voit que depuis son magistère, si j'ose dire, le nombre d'implantations de McDo, etc., a explosé. Et aujourd'hui, il faudrait aussi impliquer parce qu'on les met toujours sur un pinacle, les élus locaux, etc. Non, c'est toute la chaîne des élus qui déconne complètement, parce qu'on est le pays de l'excellence. J'ai autre info qui doit te faire réagir. Ce matin, tu vois, j'essaie de voir tout ce qui est consommation. Les producteurs de vin, deuxième secteur en termes de bénéfices, de balance commerciale après l'aéronautique. Il y a 750 000, je ne sais plus combien, hectares. Il faudra en enlever 100 000. Et conclusion ce matin, c'était sur France Info, de quelqu'un qui faisait des propositions, on dit on va faire du vin plus léger, moins bon, plus adapté à la clientèle, moins cher. Donc c'est aussi, on est tous tirés vers le bas. Et la mondialisation, c'est aussi ça. C'est-à-dire, c'est des produits uniformes, la même musique, la même soupe, le même vin dégueulasse, les mêmes normes pour nous empêcher de penser et avoir des produits standardisés. Et enfin, pour finir, nos centres-villes, où qu'on aille en Europe, qui sont tous minables aujourd'hui. Ils se ressemblent tous, avec les mêmes mobiliers urbains, les mêmes pierres et les mêmes enseignes mondialisées, quoi. Voilà. Oui. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi, mais tu sais, je n'ai rien inventé, nous n'avons rien inventé. Si on relit Aldous Huxley, finalement, c'est la dépossession de l'autonomie du citoyen en le foutant à la consommation, et au plaisir, finalement, qui détruit la capacité de penser, mais aussi l'envie de réfléchir, Didier. L'envie de réfléchir, l'envie de s'informer, l'envie de comprendre. Et ça, c'est terrible parce que c'est une véritable régression intellectuelle. Et ces gens-là, et d'ailleurs, peut-être qu'on en parlera, mais je pense que le Covid a été un basculement pour moi de façon sur la société. Mais littéralement, il y a eu un effondrement de cette classe moyenne supérieure qui n'est devenue que des tubes digestifs sans avoir anticipé, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas connaître le passé de la France, ça n'intéresse pas, c'est de l'histoire, c'est vite fait, c'est de l'histoire, c'est une passion, c'est comme le bilboquet, c'est une passion, donc ils n'en sont pas tributaires, le futur, il est réduit à ce qu'ils sont eux, dire leur petite propriété privée, leur petit plaisir, leur famille, leurs amis, et le présent, c'est de suite, c'est maintenant, donc il n'y a pas une vue de l'histoire et de la progression nationale ou de l'histoire de ce pays dans ces riches. C'est-à-dire qu'ils voient tout à l'aune de leur vie à eux, donc ils sont désincarnés, ils sont liquides, ils sont fluides et ce sont des parfaits consommateurs et les pouvoirs, le pouvoir les a trahis, nous a trahis à cause de aussi un peu et finalement le pouvoir s'en sert formidablement bien. Voilà. Nicolas Vidal et Didier Maisto, j'ai envie de vous poser la même question. On a atteint des points de rupture quand même depuis le temps dans tous les domaines. Sécurité, Crépol, éducation nationale, Pape Ndiaye au ministère et ses cours d'éducation sexuelle, les gilets jaunes, le Covid. Il y a eu d'innombrables fractures. À chaque fois, on s'est dit après ça ira mieux. Après le Covid, par exemple, tout le monde s'aimera, on sera super solidaire et tout. Le monde d'après. Et finalement, ça n'a rien changé. Pourquoi aujourd'hui, ça changerait ? Comme je vous disais, je pense véritablement que le point de bascule, la question qu'il faut se poser, Maud, c'est à quel moment ces gens-là, cette société, cette classe moyenne, ce que j'appelle la couche moyenne, jugera-t-elle finalement que leur condition économique et sociale est suffisamment dégradée
pour s'énerver tout rouge. C'est ça. C'est à quel moment on aura ce point de bascule dans leur vie privée. Quand je citais tout à l'heure mes amis gilets jaunes qui me disaient tant que ces gens ils auront un yaourt dans le frigo, ils ne bougeront pas. Eh bien, il avait tout dit. Les gilets jaunes avaient tout dit depuis le début parce que c'était eux les lanceurs d'alerte, c'était eux le canari dans la mine. Et moi, je vais très vite là-dessus, mais la classe moyenne dont je parle, une partie d'entre eux que je connais, ont détesté les gilets jaunes, véritablement. Ils les ont détestés, ils les ont haïs. Alors qu'aujourd'hui, c'est ça le retour de bambou de l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces mêmes gens qui les ont critiqués en sont arrivés à une condition sociale inférieure à ceux des gilets jaunes 2018, de façon économique. Oui, et donc puis, voyez-vous, quand vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez, au bout d'un moment, l'histoire frappe à votre porte. Et quand vous ouvrez la porte, elle vous fout une grande paire de bouffe. Oui, et puis Nicolas, ce qu'il y a, tu le dis d'ailleurs dans le livre, quand tu prends cette métaphore de la grenouille, c'est que les choses se font de manière tout à fait douce. On augmente d'un dixième de degré, puis un demi-degré, puis on commence à avoir chaud. C'est pour ça que ça empêche aussi la révolte, la révolution, les jacqueries, parce que ce sont des petits coups de laser bien ciblés qui, les uns après les autres, tu sais, c'est comme quand tu veux faire s'effondrer un barrage, bah, tu mets un petit coup en bas, et puis il y a un petit filet d'eau qui commence à passer, et puis d'un coup, le barrage cède. Et peut-être, sans doute encore, n'y a-t-il pas encore assez de petites failles, de petits trous dans le barrage pour qu'il cède. Merci à tous les deux, merci Didier Maisto, merci Nicolas Vidal. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Lettres aux autruches et aux tubes digestifs paru aux éditions Putsch, une lettre coup de poing ou coup de gueule sur l'attitude des Français qui se laissent faire, mais en fait on me dit que ce n'est pas fini du tout, c'est moi qui m'emballe, c'est juste l'heure du bulletin d'actualité. J'étais déjà en train de vous couper la parole. Je lutte contre cette censure insupportable. Je suis navrée. Mais vous m'avez laissé faire, Didier. Je ne viendrai plus jamais. Je suis navrée. C'est l'heure du bulletin d'actualité présenté par Marie Falicon. Ligne droite. Vue de haut. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, Didier. Ouais, voilà, c'est l'émotion. J'ai mis notre invité à la porte. Et voilà, non, mais c'est quand Nicolas Vidal passe, Maud Coffer trépasse, c'est comme ça. Non, mais en fait, la classe politique aussi, tu l'invectives, tu as des mots, une plume acérée, comme je disais ce matin dans un tweet. La classe politique, mais la classe médiatique aussi ne semble pas prendre la mesure de ce qui se passe dans le pays profond, dans le pays réel, dans la France périphérique, appelons ça comme on veut, dans nos campagnes aussi, où les gens vivent tout à fait différemment que dans les grandes métropoles, que à la télévision, que dans les médias, que dans les hémicycles divers et variés. Et il y a encore ce bon sens paysan, ce bon sens français. Alors on voit que nos agriculteurs sont en train de crever, manifestent jour et nuit, et que personne pratiquement n'en parle. On voit que la liberté d'expression recule, puisqu'il y a un texte au niveau européen qui va passer, qui va finalement autoriser, je pense qu'on en est là, rappelle-toi, je l'avais dit il y a un an, on m'avait dit vous êtes complotiste, etc. Pour ce texte européen censé consacrer la liberté d'expression, bah là, on va décider que un journaliste pourra être espionné par des logiciels comme Pegasus en fonction d'impératifs, dit la France, de sécurité intérieure. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et enfin, dernier point, pour boucler la boucle, en termes peut-être de liberté d'expression, il y a un projet de loi qui a été déposé donc, par le gouvernement au Sénat le 15 novembre, qui va être débattu, peut-être voté le 19 décembre, sur les dérives sectaires. C'est-à-dire que, en termes de consensus scientifique, c'est-à-dire que si aujourd'hui, comme en pandémie par exemple, durant le Covid, il y a des gens dont c'est la vie, le métier, j'ai interviewé hier Alexandra Orion-Code, disent attention, là il y a peut-être une dérive, ça sera non seulement, ils pourront être radiés, bon ça par leur ordre professionnel c'est déjà le cas, mais 15 000 € d'amende, de la prison, et on va t'interdire a priori de parler, de penser. On est en train, en plus, de tout criminaliser pour ne faire émerger qu'une seule vérité. Alors là, c'est plus Huxley, c'est Orwell. On a perdu la décence ordinaire qui était chère à Orwell, et on est dans une seule vision des choses, une seule version des faits, et un consensus sur tous les sujets. Un consensus, c'est-à-dire quand quelques personnes autour d'une table dans les médias sont d'accord entre elles, ça s'appelle un consensus national. Qui est responsable ?
Qui est responsable de ça? C'est la question que je te... c'est qui toi est responsable de l'invité, ça? donc Ce sont les Français. je te colle le... Non, mais ce sont les Français collectivement. Je suis désolé parce que c'est là-dedans cette classe moyenne là dont je parlais en introduction, qui a constitué, je disais, le terreau culturel et populaire de ce pays-là. Économiquement aussi, elle a énormément pesé. Moins maintenant parce qu'elle est manifestement détruite avec préméditation. Ça évitera comme ça. Il y aura les 1% et puis il y aura les autres, hein, bien entendu. Mais là, parce que les Français majoritairement ont laissé faire tout ça. Le jour, Didier, les textes dont tu parles sont gravissimes, tu as raison, mais quand on nous viole démocratiquement en 2008, Sarkozy et sa bande de loustiques de gauche et de droite, main dans la main, au Congrès de Versailles, on aurait dû être 25 millions dans la rue. Ouais. 25 millions pour les faire reculer, parce que la caste, à ce moment-là, la caste, j'appelle bien la caste politique, a compris qu'elle avait les mains libres pour faire absolument ce qu'elle voulait. Absolument. Voilà. Pendant que les gens étaient à Ikea ou autre chose, faire ci, faire mi, s'occuper je ne sais quoi, ces gens-là nous ont violés démocratiquement comme ça s'est jamais fait sous l'ère contemporaine, et nous n'avons collectivement, je dis bien nous, vous avez bien compris, j'ai dit nous, vous avez bien entendu, nous n'avons rien dit. Ces gens se sont crus, ils ont cru, ils ont bien eu raison de croire que finalement, ils pouvaient tout faire au peuple français. Donc tous les textes aujourd'hui sur le Covid, tiens, parlons-en. C'est ça qui est intéressant, parce que souvent c'est on me dit, le paroxysme, là, le Covid. Mais c'est le basculement. Moi, le Covid, on m'a souvent dit, bien avant le Covid, on me disait, ouais, Nico, tu es trop volcanique, tu es ci, tu es passionné, tu aimes ça, tu es toujours en guerre contre des trucs. Enfin, je suis en guerre, j'essaie de défendre la démocratie comme je peux, et la libre expression, comme toi, mon cher Didier, et Maud, très certainement aussi. Et tu t'en fous, finalement, tu penses ce que tu veux, et les autres font ce qu'ils veulent. Eh ben non, mes vieux piou. Parce que pendant le Covid, les gens qui ont décidé de ne pas se faire injecter, par rapport au prorata des gens qui se sont fait injecter en abri conscience, en libre consentement, peu importe. Finalement, les gens qui ont décidé aussi d'accepter les auto-attestations, les QR codes, le pouvoir dans les bus, machin, qui ont accepté majoritairement les traits rouges par terre pour suivre le bon sens du virus. Voilà. Ils ont mis au pilori, ils ont couillé au pilori involontairement toute l'autre partie de la population. En plus, alors, et je le dis, la plupart des gens que je connais qui sont allés dans les centres de vaccination derrière des Ikea, des Darty ou des Roche-Beaubois, dans des zones commerciales dégueulasses, ils n'y sont pas allés parce qu'ils avaient une croyance immodérée dans la science. Ou un altruisme exacerbé. Ils sont allés pour aller au resto, pour retourner dans la salle de sport, pour aller prendre l'avion, pour aller au bar et pour reprendre leur petite vie d'avant, sans se rendre compte. Et c'est là que ce sont des autruches et des tubes digestifs, c'est les deux. Parce qu'ils sont sans se rendre compte que leur choix individuel allait précipiter la nation et allait donner une nouvelle carte blanche à nos élites, à notre caste, finalement, pour nous imposer des QR codes, du crédit social, de la surveillance de masse. Donc, à partir du moment où, quand une majorité comme ça prend des décisions poussées par l'hédonisme et l'égoïsme le plus absolu, parce qu'elle a envie, elle, de reprendre sa petite vie, finalement, c'est toute la nation qu'elle engage dans un chemin vers l'autoritarisme qui est immonde. Et puis, en plus, une nouvelle fois, elle va désigner et elle permet de dire à Emmanuel Macron « j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés ». Donc, finalement, on voit bien qu'à un moment donné, ne pas choisir, c'est un choix, et que dans une nation, si collectivement, on n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes objectifs, la même volonté de défendre nos libertés, notre démocratie, notre mode de vie, eh bien finalement, ça ne marche pas. Et qu'est-ce qui ne marche pas? C'est la démocratie. Et si la démocratie, finalement, s'efface, qu'est-ce qui vient? Il vient la Macronie ou un autre, peu importe, il n'est pas la question ici de faire ça, mais c'est tout à fait normal. Oui, c'est et puis mécanique, et ça se Nicolas, plus de projets, comme tu le dis, plus de projets national. Effectivement, le plus grave, c'était de voir, avec une hypocrisie incroyable, après avoir fait applaudir les premiers de corvée, rappelle-toi, à 20h, dans une espèce, comme je le dis souvent, de catharsis théâtralisée. Ouais. Oh, bravo, le premier de cordée. Tous les journalistes de plateau, etc., qui étaient dans une communion incroyable. Et les gens qui se sont fait vacciner se sont entassés comme du bétail aux terrasses des cafés, dans la promiscuité, alors qu'on l'a su assez vite que le vaccin ne protégeait pas de la contagion. On pouvait à la fois contracter la maladie, mais passer la maladie, il a fallu faire des boosters, des 4 doses, etc. Et les gens partaient en week-end, voulaient voyager, voulaient bouffer, voulaient consommer, voulaient boire. Et ils culpabilisaient les autres en disant « Tu vas faire mourir mémé si tu es plus de 6 à table ». Et eux-mêmes étaient des centaines entassés dans des bars, dans des cafés, dans la promiscuité. Et là, je me suis dit, c'est fini, quoi. Et on en parlait souvent, tous les deux. On se dit, mais là,
on n'est plus une nation. On tire plus dans le même sens. On regarde plus, au-delà de nos différences, vers l'avenir du pays, vers l'avenir de nos enfants. Puisque les gens, finalement, sont devenus des tubes digestifs. C'est malheureux de dire ça. Parce qu'on veut toujours être plus grand que ce qu'on est, et on est attaché à la France, on veut les autres, comme je dis souvent, c'est nous aussi, c'est nous tous. Mais force est de constater, quand on regarde ça avec un peu de recul et de froideur, même si on peut avoir la plume acérée, donc un peu de colère, et puis enrober tout ça pour essayer de faire réagir toujours, on se dit quand même, le chemin est long, le chemin est très très long. Le chemin est très très long, mais une nouvelle fois, c'est la question de la dépossession, c'est la question de l'égoïsme, c'est la question que sur cette crise sanitaire, au-delà de parler, je ne parlais pas ici des médicales, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir que une partie de la population, finalement, a fait le jeu de la caste, qui a vu une occasion incroyable de mettre en place toute une série de choses. Parce que je peux vous assurer, que si jamais les gens, dès le début, les 3 premiers mois, avaient dit votre passe sanitaire, d'ailleurs, je rappellerai toujours que Véran nous a dit le passe sanitaire jamais, c'est contraire aux valeurs de la France, le passe vaccinal n'y pensait pas, on était traités de complotistes à l'époque. Mais si les gens avaient au moins, dans une petite majorité, avaient dit votre passe sanitaire, vous pouvez vous le garder, pour pas dire autre chose, ils auraient remballé le truc, ils auraient tout remballé. Ils ont pu avancer parce qu'une partie de la population a souscrit. Et une nouvelle fois, moi, je récuse l'idée qu'on me dit « Oui, mais les gens, ils sont allés parce qu'ils croyaient à la science, ils croyaient machin. » Non. Ils y sont allés par peur, ils se sont allés par panurgisme, mais ils y sont surtout allés par utilitarisme. Et ça fait toute la quantifique moelle, finalement, du tube digestif. Celui, finalement, qui ne veut pas se dérouter de son petit chemin de vie et qui est prêt à mettre la démocratie en danger, son libre arbitre en danger, sa santé en danger, et son choix libre et éclairé en danger, juste parce que il a envie d'aller dans son club de sport, juste parce que le samedi soir ou le vendredi soir, il a l'habitude d'aller avec ses copains ou ses copines au bar, et il ne voulait pas rogner là-dessus. Donc, ils ont troqué, je l'ai dit, ces gens-là ont troqué la démocratie, leur liberté, contre des injonctions. Je le dis souvent, ils ont troqué la démocratie, leur liberté contre le Black Friday. Et c'est tout le problème. Mais le problème, c'est que ces gens, leurs décisions qui n'en sont pas, qui sont probablement involontaires et désincarnées, engagent tout l'avenir de la nation. Oui, et puis tu vois, je pense que là, tu mets le doigt sur quelque chose d'essentiel. Parce que souvent, on entend, tu vois, le Great Reset, le complot universel, des gens qui derrière tireraient les ficelles avec beaucoup de dextérité et d'intelligence. Non, en vérité, c'est qu'ils ont semé le petit virus du consumérisme dans chacun de nous, et que ça vient, et c'est ça la subtilité, la sophistication d'un système totalitaire. On voit ça aussi dans les grandes entreprises, c'est donner l'illusion aux individus qu'ils pensent par eux-mêmes et qu'ils agissent par eux-mêmes, alors qu'en réalité, ils sont agis dans un système qui les dépasse. Et on a vu, ça a été décrit par beaucoup d'auteurs, de philosophes, après les grands cataclysmes, les guerres, des usines qui continuent à fonctionner toutes seules, alors qu'il n'y a plus d'ordre, etc. Parce que les gens tu en parles d'ailleurs, conditionnés dans un environnement qui les empêche de réfléchir, et ils ont l'impression que leur horizon, effectivement, c'est Ikea, c'est le roi Merlin, et il leur faut absolument la vis B14 avec la rondelle E28, sinon leur week-end est pourri et foutu, et après avec la petite série qui va bien. Et pour les plus téméraires, ils publieront une photo sur Facebook ou une story sur Instagram, parce que la réalité, c'est que, tu sais pourquoi on est arrivé là, je l'ai dit, c'est un véritable désarmement intellectuel et culturel. Et également, la propagande qu'on voit sur tous les sujets, il n'y a pas que le Covid, parce que la propagande, il y a des gens qui l'ont découvert pendant le Covid. Nous, ça fait un petit moment, la propagande, toi, Didier, tu as été patron de radio, tu sais ce que c'est. La propagande, on la connaît depuis 92 et l'Union européenne. On l'a vu pendant les Gilets jaunes, la réforme des retraites, il n'y a plus le Covid. La réalité, c'est qu'aussi, quand tu arrives sur des cerveaux en jachère, sur des esprits en jachère, la propagande fonctionne. Quand les gens ne sont pas armés intellectuellement face à une propagande médiatique qui pilonne, les gens te disent même je l'ai vu à la télé. Ils l'ont dit à la télé. Ajouté à la dramatisation et à la peur, tu fais des moutons.
Voilà, tu as une population qui reçoit extrêmement bien le pilotage médiatique. Mais avant ça, il y a un processus, j'en ai parlé. L'éducation nationale, la télé-réalité, l'abrutissement généralisé, la télé qui est une arme de destruction massive, dont parlait très bien Pierre Jourde, ou Brigelli, la fabrique des crétins pour l'éducation nationale. Donc, c'est pour ça que je suis discordant là-dessus, parce que je pense concrètement que ça a été mis en place littéralement c'est parce qu'il est plus simple, finalement, de gouverner ou de gérer des tubes digestifs et les consommateurs que de gouverner les citoyens. Parce que quand tu gouvernes les citoyens, ça donne les gilets jaunes, ça donne ça donne les manifs contre la réforme des retraites. C'est ça que ça donne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le retour du peuple est plus que probable. Et le retour du peuple, écoute-moi Didier, il a toujours gagné. Toujours. Il a toujours gagné. Et je vais vous dire la réalité, quand on me dit qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux, on n'est pas assez nombreux, on n'est pas ci, on n'est pas mis. La réalité, c'est que l'histoire ne s'est jamais faite avec une majorité. Jamais. Elle s'est toujours faite avec une minorité. Il n'y a qu'à lire les textes, ne serait-ce que la Révolution française. Allez voir aussi, lisez-le, le bouquin de très bon historien, grand historien, Patrice Guénifé, qui a écrit Révolution française chez Plan. Révolution française, c'est au pluriel des deux. Il part des révoltes populaires depuis le XIIIe siècle. Et vous allez voir que quand on voit finalement Étienne Marcel, rappelle-toi d'Étienne Marcel, ça a été, quand on a vu les Gilets jaunes et qu'on connaît l'histoire d'Étienne Marcel, ça a été la même chose. Les factions, les trahisons, bon, peu importe. La réalité, c'est que pour en revenir à l'idée principale, c'est qu'un pays ne changera qu'avec une minorité de gens éclairés, des gens qui auront envie. Parce que la masse molle et inerte, elle restera jamais une masse molle et inerte. Mais quand j'écris ce livre-là, je me dis d'une part, j'essaie de répondre parce que j'imagine que vous aussi, c'est une question qui revient souvent. On me dit mais pourquoi ? C'est les questions avec lesquelles je commence dans mon livre. C'est pourquoi finalement ces gens-là ne bougent pas, pourquoi ils ne viennent pas en manif, pourquoi ils ne se rebellent pas, pourquoi ils accèdent, pourquoi ils courbent les chines. Et j'essaye de répondre à ça parce qu'on m'a tellement posé la question que je me suis dit un jour, Nico, il faut que tu essaies de donner des éléments de réponse. Voilà, ça me semble extrêmement important. Et puis après, et c'est assez intéressant depuis que j'ai sorti le livre et que il est numéro 1 des ventes en livre politique sur Amazon. Il y a beaucoup de gens qui me disent, je reçois des centaines de messages, voire des milliers de messages par jour, ils me disent, super ce livre-là, parce que je vais pouvoir l'offrir le 24 au soir ou le 25 à midi à des gens que je considère comme des tubes digestifs et des autruches. Alors là, moi, je leur conseille la posologie suivante. Ayez un tantinet de diplomatie, parce que sinon, la dinde, elle va finir derrière le lustre, à mon avis. Mais bon. Allez, hop, à Créteil. Merci beaucoup, Nicolas Vidal. Merci Je beaucoup. rappelle que vous êtes donc l'auteur de Lettres aux autruches et aux tubes digestifs paru aux éditions Putsch, une lettre coup de poing sur l'attitude des Français qui se laissent faire, leur passivité, leur indifférence face à tout ce qui les menace. Une très bonne idée de cadeau pour le repas de Noël, donc très bonne ambiance à table. Merci beaucoup, Nicolas Vidal, et à très bientôt. Et merci Didier Maisto, à la semaine prochaine. Merci.